Allez, je tire 200. Fric, thune, Pognon, oseille, La moula. risby, Salaire. honoraire, Prime. Pension de retraite. Livret A. héritage, Assurance vie. Impôt. Déduction. Investir. bitcoin, Crédit. Intérêt. SCPI, Plan d'épargne action. PER. travailler, se marier, se paxer, ou vivre en union libre, fonder une famille, épargner, acheter un appartement ou une maison. Autant d'étapes de la vie, mais aussi trop souvent d'occasions de s'appauvrir, voire de se faire avoir pour les femmes mal informées. Mais il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions sur sa situation financière et sur son patrimoine actuel ou à venir. Et tant qu'il en est encore temps, mettre en place des stratégies d'épargne et d'investissement pour éviter de se réveiller un jour complètement fauché, voire spolié. Bien sûr, l'argent concerne les hommes comme les femmes. Mais dans ce podcast, nous allons poser un regard spécifique de femmes, de mères, de filles sur l'argent. On ne vous racontera pas pour la énième fois l'histoire de l'émancipation économique des femmes. Vous avez déjà lu partout que les femmes ont attendu 1965 pour avoir le droit d'avoir un chéquier à leur nom. En revanche, si ce que vous raconte votre banquier vous paraît obscur ou complexe, ce podcast est fait pour vous. On ne vous conseillera jamais d'acheter tel ou tel produit financier. On ne vous promettra pas non plus que vous pourrez prendre votre retraite à 35 ans pour une fête, mais nous vous aiderons à peser le pour et le contre avant de prendre une décision qui engage vos sous. Je suis Corinne Goldberger, journaliste. Tous les 15 jours, avec Thierry Oyon, auteur de Les filles osons parler d'argent, nous répondons avec pédagogie et sans tabou aux questions que se posent les femmes de toute génération sur leur argent, avec nos expertes et nos experts. Comme le dit souvent Thierry, pensez d'abord à votre peau. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, parlons cash les filles. Eh bien, aujourd'hui, on parle des relations entre les femmes et leurs banques en matière d'épargne et de placement. Livret A, assurance vie, actions, obligations, bien placer nos sous s'avère de plus en plus compliqué. Car vous l'avez sans doute lu ou entendu, les différents placements classiques en banque ne rapportent plus. Peanuts. Alors, qu'est-ce qu'on fait de nos économies qui parfois rouillent sans rien rapporter sur notre compte courant ? On investit en bourse, les résultats sont imprévisibles. Alors, ma banquière ou mon banquier peut-il être de bons conseils ? On se pose souvent la question. C'est vrai qu'on ne comprend pas forcément ses propositions, son langage étant souvent truffé de sigles et de jargon. PEA, SCPI, FCP, etc. Avouons-le, tous ces produits ne sont pas faciles à comprendre quand on n'est pas du métier. Une vraie prise de tête. Sans compter qu'on soupçonne toujours nos conseillers bancaires d'essayer avant tout de nous faire investir dans leurs produits financiers maison, qui ne sont pas forcément les plus intéressants pour nous. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui mes petites banquières que nous avons rencontrées grâce à leur compte Instagram, Mes Petites Banquières justement. Laura et Cindy, merci d'avoir accepté notre invitation dans notre podcast Argent, Parlons Cash les filles. Alors, sans dévoiler votre identité, qui êtes-vous mes petites banquières ? Dans quel type de banque travaillez-vous et à quel poste ? Alors tout d'abord, merci Corinne de nous recevoir ce soir. Alors nous sommes Laura et Cindy, deux conseillères bancaires depuis environ 10 ans. Donc Laura est sur le marché des pros, moi sur le marché des particuliers, dans une banque traditionnelle. Nous sommes également co-créatrices de la page Instagram Mes Petites Banquières, qui a été créée en décembre 2021 et qui a pour objectif de rendre la banque et les produits bancaires plus simples à comprendre et le conseil plus accessible. Notre mot d'ordre, la bienveillance. Et alors, pourquoi avez-vous créé ce compte de bons conseils anonymes ? Tout simplement parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'en rendez-vous, et notamment avec des jeunes personnes, la plupart du temps, ils ne comprenaient pas de quoi on parlait. Et même les choses les plus basiques n'étaient pas connues. Par exemple, un livret A, comment ça fonctionne, ou un livret jeune. Et pour la majorité, en fait, c'était leurs parents qui avaient ouvert des livrets d'épargne ou des assurances vie à leur nom. Mais ils ne savaient pas donc comment l'utiliser, ni à quoi ça servait. Donc on a voulu, en fait, en créant cette page Instagram, rendre accessibles ces informations, les vulgariser aussi pour que ça soit plus simple à comprendre,
moderniser un peu le domaine de la banque qui est quand même à une image assez vieillotte et surtout pour que les abonnés puissent y trouver des conseils simples à appliquer en toute confiance car nous on n'a rien à leur vendre en fait sur la page Instagram et finalement en fait on a constaté que 90% de nos abonnés étaient des femmes et pas que des jeunes femmes mais des femmes de tout âge donc on a continué dans cette voie-là. Alors, avec une inflation à 5,9% au moment où nous parlons, est-ce que beaucoup de femmes, de clientes vous disent au secours, mon épargne est grignotée par l'inflation bon, même si le rendement du livret A été relevé à 2% de rendement, est-ce que ces femmes, vos clientes, elles s'inquiètent? Est-ce qu'elles vous disent mon assurance vie, il ne rapporte plus rien? Et je rappelle pour tout le monde ce que c'est que l'inflation, pour celles qui nous écoutent. L'inflation, c'est tout simplement la perte de pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une hausse durable des prix. Donc, cette angoisse de voir ses économies fondre sans même toucher à son épargne, vous la constatez chez les femmes, cette angoisse? Et avant de vous laisser la parole, j'avoue que je suis un petit peu inquiète de la réponse, car selon une étude récente d'Opinionway, moins de 2 femmes sur 10 sont à l'aise avec les notions financières. Personnellement, c'est vrai que j'ai pas eu vraiment le cas d'une cliente qui a ce discours-là. Sur le terrain, c'est pas ce qu'on entend. Et en fait, le constat me surprend pas vraiment parce que, d'après une étude de JP Morgan Asset Management que j'ai lue récemment, moins d'une femme sur 5 investit régulièrement, alors que des 3/4 épargnent régulièrement. Parce qu'elle pense tout simplement que c'est plus simple et que ça nécessite moins d'implication d'épargner que d'investir. Donc, pour l'instant, c'est pas un discours qu'on entend très régulièrement. Ouais, on n'a pas un discours en ce sens, en tout cas pour le moment. Et nous pensons d'ailleurs que aujourd'hui, la préoccupation des femmes est de faire augmenter leur salaire pour répondre à l'inflation. Le rendement de l'épargne n'est pas encore une solution qui est abordée par les clientes, mais qui pourrait, à juste titre, le devenir très prochainement. Dans l'étude Opinionway que cite Corinne, on apprend avec un peu de consternation quand même qu'aujourd'hui, plus du tiers des femmes laissent à leur conjoint le soin de gérer l'intégralité de leur placement. Le tiers des femmes. Hein. Et le comble, c'est que les plus dépendantes sont les plus jeunes. 47% des 25-34 ans, et ça monte à 53% pour les 18-24, les baby-couples. Alors que du côté de leur mère, à peine 13% des femmes de plus de 65 ans confient la gestion de leur soi à leur conjoint. Est-ce que vous constatez cette dépendance financière des femmes, cette confiance aveugle dans le conjoint, surtout chez les jeunes, même chez les plus diplômés ou même chez les mieux rémunérés? Comment vous expliquez cette dépendance financière des plus jeunes avec leur conjoint? Alors sur le terrain, oui, malheureusement, on peut dire que pour la majorité des couples, c'est monsieur qui a la gestion des investissements. Alors, pas forcément du budget quotidien ou de l'épargne de précaution à court terme, mais sur le reste, oui. On pense donc que les femmes sont toujours plus frileuses au risque, même avec de hauts revenus, elles pensent qu'elles ne peuvent pas se le permettre. Dans un couple, ça va plutôt être le rôle de monsieur, et pour une femme seule, elle n'a pas les moyens de le faire au vu de cette situation. Donc, c'est toujours un besoin sécuritaire, en fait. Mais alors, est-ce que ça veut dire, je rebondis sur ce que vous venez de dire, que madame dépense donc pour le quotidien et monsieur, lui, pendant ce temps-là, il se construit un patrimoine? C'est un peu ça qu'on constate, en tout cas, quand on a les couples en face de nous. C'est vrai que madame va vraiment être la personne qui va épargner pour les enfants, par exemple, mettre de l'argent de côté sur des livrets, c'est de son salaire, entre guillemets, qu'on va verser ces versements permanents. Monsieur, ça va être vraiment plus des choses, des investissements à long terme, sur de l'assurance vie. Enfin voilà, c'est des choses qu'on constate quand même assez fréquemment. Et moi, je dirais quand même que, pourquoi on constate ça, et je pense que c'est en grosse partie à cause de ça, c'est parce que les femmes n'ont pas assez de représentation ou de modèle d'indépendance financière. C'est vrai que l'idée d'un homme financièrement libre, on l'a tous en image, même dans les films, dans les séries ou dans les descriptions de livres ou même dans les pubs. Hein, on voit souvent l'homme en costard cravate. C'est le gestionnaire financier, il a sa mallette et il va gérer les finances
des autres, mais aussi de son foyer. Une femme, ça va être beaucoup plus compliqué pour elle de se représenter l'indépendance financière et du coup, elle pense que c'est pas un domaine fait pour elle. C'est une histoire d'homme, c'est pas une histoire de femme. Il n'y a pas de modèle. Là, je pense que c'est là où la société aide pas les femmes à se libérer, on va dire, financièrement, c'est qu'il n'y a pas assez de représentation. Alors, est-ce que justement vous avez déjà vu parmi vos clientes des femmes qui regrettent amèrement d'avoir confié la gestion de leur placement à leur conjoint? Par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de conjoints qui font des placements risqués avec l'argent de leur femme? Alors, après, il faut toujours faire la différence, parce que quand on dit un homme qui place l'argent de sa femme, c'est toujours savoir le contexte dans lequel le couple est. Est-ce qu'il est marié, sous quel régime, etc. Puisqu'on est d'accord que sur un régime communautaire, l'argent appartient à la communauté et non pas soit à monsieur, soit à madame. Après, regretter... on dirait pas regretter d'avoir confié à son conjoint la gestion, mais plutôt le regret de ne pas s'être investi justement dans cette gestion, d'avoir laissé faire, parce que les femmes se disent c'est trop compliqué, il y a trop d'informations complexes, non, donc on va laisser le conjoint gérer. C'est plus dans ce sens-là. Un manque d'investissement. Le regret, il est là. Pas forcément d'avoir confié la gestion à son conjoint, mais plus de ne pas l'avoir fait soi-même. Alors, une petite chose sur la communication avec la banque qui est de plus en plus numérique. Est-ce que vous pensez que ça va améliorer la relation de la clientèle femme, alors que, comme on l'a vu, à peine 2 femmes sur 10 sont à l'aise avec l'information financière, puisqu'aujourd'hui, on cherche à nous faire passer par des guichets numériques? Alors non, forcément, ça va pas aider parce que je pense que toute personne, mais notamment les femmes sur le sujet financier, ont besoin d'avoir un contact humain et d'avoir confiance en l'information qu'elles vont avoir et aux conseils qu'elles vont avoir. Forcément, alors on pourrait se dire le numérique et Internet notamment permet et rend accessible l'information financière à tout le monde et notamment aux femmes. Et du coup, ça pourrait les aider à avoir plus d'informations et plus d'éducation entre guillemets financière. Mais pour avoir moi travaillé en banque en ligne et avoir été de l'autre côté, on va dire côté conseiller, justement, on n'est pas des conseillers, on est plutôt des gestionnaires de relations clients où on répond en one shot et on n'a pas tout le contexte familial. En fait, on est vraiment là pour répondre à une question en particulier, donner une information, mais on n'a pas le contexte de la personne, de sa vie familiale, de est-ce qu'elle est en couple, est-ce qu'elle est célibataire, pour lui donner le meilleur conseil en fait par rapport à sa situation. Et ça, je trouve que, je le dis toujours à mes clients, c'est vrai que les banques en ligne, ça a énormément d'avantages, on va pas se le cacher, c'est moins cher, vous pouvez tout faire tout seul. C'est pratique aussi. Voilà, c'est très pratique. Par contre, je pense que c'est pas, que en termes de conseils et quand on n'est pas assez aguerri sur certains sujets, le fait d'avoir son conseiller quand même en banque, dans une agence, de pouvoir le voir, lui exposer toutes nos problématiques finalement, parce que nous, en tant que conseillère, on connaît quand même toute la vie de nos clients, on peut le dire. Et du coup, le fait d'avoir tout ce contexte-là, ça nous permet, nous, de mieux cibler les besoins et de mieux conseiller. Un peu comme un médecin, si vous voulez, à qui on cacherait des pathologies, il peut pas vous prescrire les bons médicaments. Nous, c'est un peu ça notre rôle de conseiller. Et en ça, c'est pour ça que je trouve que c'est important de garder quand même une banque traditionnelle avec un conseiller pour notamment ces sujets-là. Bon, mais il y a aussi des célibataires, des divorcés, des femmes indépendantes qui gèrent toutes seules leur placement. Donc, l'épargne classique ne rapportant plus rien. Est-ce que ces clientes-là, les indépendantes, les divorcées, celles qui ne s'appuient pas sur un conjoint, est-ce que ces clientes-là souhaitent se tourner vers d'autres produits financiers qui rapportent plus? Et si oui, lesquels? Qu'est-ce qu'elles disent? Qu'est-ce qu'elles demandent? Par exemple, est-ce que avant d'investir, de placer leurs sous, elles se sont déjà un peu renseignées sur les produits dans lesquels elles pourraient investir? Ou alors, est-ce qu'elles arrivent totalement novices en quête de conseils de placement?
En toute honnêteté, moi, je trouve pas qu'une femme seule soit différente d'une femme en couple, dans le sens où C'est papa qui remplace le conjoint? non, c'est pas ça, c'est qu'elles ont elles ont toutes entre guillemets à peu près le même niveau de connaissances en matière de finance. Après, il y a certaines qui vont avoir de très bonnes connaissances en matière de finance, mais elles sont beaucoup plus rares. Mais qu'elles soient en couple ou pas, après, je sais pas ce que tu en penses, Cindy, mais je vois pas vraiment la différence entre une femme seule et une femme qui soit en couple en matière de connaissances. Après, en matière de besoins, ça va être totalement différent parce qu'une femme seule, elle peut, entre guillemets, compter que sur elle. Et du coup, elle va plutôt privilégier des choses, comme on le disait, sécuritaires et voir une épargne plutôt court terme. Elle va plutôt envisager des choses court terme que long terme parce que, entre guillemets, c'est pas qu'elle est pas sûre du lendemain, mais elle est moins confiante en son avenir, on va dire, qu'une femme qui serait peut-être en couple. Bon, est-ce que les femmes, alors, petite question, est-ce que les femmes n'investissent que dans des produits financiers faciles, faciles à comprendre et évitent les produits sophistiqués? Je vous pose cette question parce que selon l'étude Opinionway déjà qu'on a citée auparavant, plus de la moitié des femmes estiment que leur culture financière est insuffisante. Les hommes se sentent un peu moins nuls en fric, en tout cas, ils osent. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, aujourd'hui, il faut savoir qu'effectivement, les produits bancaires ou d'épargne sont, dans leur globalité, assez complexes à comprendre. Comme le disait Corinne à juste titre tout à l'heure, voilà, en évitant le jargon, etc. Des fois, c'est assez difficile de s'y pencher. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé notre page, pour rendre l'information plus accessible. Alors, aujourd'hui, oui, d'entrée de jeu, elles vont se diriger vers des choses assez classiques et simples à comprendre, c'est-à-dire des livrets d'épargne, type livret A, livret de développement durable, livret d'épargne populaire. Et c'est en ça que notre rôle, c'est d'intervenir auprès de nos clientes et de les conseiller et de les orienter vers de la diversification d'épargne, notamment au travers de l'assurance vie, des produits un peu plus complexes comme le plan épargne en action ou des SCPI ou des FCP. Ce qu'on appelle des FCP, donc des fonds communs de placement. Ouais. Voilà, pour éviter les acronymes. Donc, mais ça, c'est vraiment notre rôle et surtout les femmes ne doivent pas hésiter à solliciter leur conseiller bancaire pour se diriger vers ce type d'épargne parce que, il faut le dire, aujourd'hui, la bourse est vue plutôt comme une ennemie, alors qu'en réalité, il faut la considérer comme une alliée. Mais ça fait peur. Voilà, dès qu'on parle de risque, c'est aussi très typiquement comportement français. Dès qu'on parle action, bourse, ça y est, on pense tout de suite à perte en capital, je vais perdre toutes mes économies. Alors, le risque zéro n'existe pas, on va pas se mentir, mais une fois qu'on est bien orienté et bien conseillé dans ses investissements, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et au contraire, quand on voit on obtient une rentabilité au bout d'1 an, 3 ans, 5 ans, là, on a envie de continuer à investir. Donc surtout, n'hésitez pas à demander conseil. Alors, on se disait aussi qu'avec la crise du Covid, il y a beaucoup de femmes qui ont peu dépensé. Il y a eu beaucoup de vacances annulées, par exemple. On n'est pas beaucoup sorti au spectacle, au restaurant. Et donc, souvent, les femmes ont dépassé le plafond d'épargne autorisé pour leur livret A. Et le livret A ou leurs autres livrets peuvent être pleins à bord. Alors, vous, mes petites banquières, qu'est-ce que vous conseillez à vos clientes quand leur livret est plein et qu'elles ne savent plus où placer les sous qui leur arrivent? Le conseil numéro 1 qu'il faudrait retenir, je dirais, de cette soirée, c'est la diversification. En fait, nous, on conseille vraiment de diversifier au maximum en matière d'épargne. Et généralement, pour schématiser un peu et pour que tout le monde comprenne bien comment c'est réparti, on divise en 3, on va dire, piliers l'épargne. L'épargne de précaution, l'épargne moyen terme et l'épargne long terme. Le livret A, c'est clairement du court terme, du disponible, voilà, c'est vraiment de l'épargne de précaution. Et là, si une cliente a un livret A au plafond, on peut dire que sa colonne, on va dire, épargne de précaution est très bien remplie. Et il faut qu'elle passe, entre guillemets,
une autre colonne, qui est l'épargne moyen terme, voire l'épargne long terme. Et dans tous les cas, il faut diversifier au maximum. Par exemple, alors moi c'est mon produit fétiche, mais voilà, tout le monde sera peut-être pas d'accord, mais l'assurance vie, c'est un produit qui permet de justement diversifier un maximum ses fonds. Et c'est là-dessus moi que je conseillerais d'aller, parce qu'on peut avoir et du fonds en euros qui est très sécuritaire, mais aussi de l'investissement un peu plus, on va dire, long terme. Toujours dans une enveloppe, on va dire, avec une fiscalité avantageuse, avec voilà une préparation à la retraite. Il y a des femmes qui vous disent bon, d'accord, j'ai bien compris, mais alors je veux 95% en euros et juste 5% parce que je veux prendre aucun risque. Hein. Alors vous mettez surtout des fonds en euros et pas de risque. Ou le minimum. Vous entendez ça? La peur de perdre de l'argent? Alors, le 95,5, non, plutôt le 100% zéro, oui, on l'entend. Ah oui, 100%. Oui, je veux absolument que du fonds euro. Que du fonds en euros et zéro risque. C'est ça. Voilà, exactement. Non, mais ça, c'est ce qu'on entend dans la majorité des cas. C'est, oui, on veut gagner de l'argent, mais on veut pas prendre de risques. C'est souvent ce qu'on entend. Et c'est là aussi, nous, notre job, c'est de les amener justement à diversifier. Vraiment pour que ça puisse leur avoir une valeur ajoutée et que leur épargne, voilà, qu'elles ont mis des années à se constituer, puisse rapporter. C'est ça qui est intéressant. Alors, comme on dit souvent, l'adage a raison, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est vrai. Ah oui, c'est ce que disait ma grand-mère. Voilà, mais c'est toujours vrai. Et elle avait raison. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Voilà, le maître mot, c'est diversifier. Alors, c'est bien d'avoir du fonds euro, oui, mais il faut, à côté de ça, investir sur d'autres supports de placement, ce que peut permettre l'assurance vie. On peut même investir sur des SCPI dans de l'assurance vie, hein, donc les SCPI du placement dans l'immobilier, ce qu'on appelle la pierre papier. On peut investir sur des obligations, des actions, des fonds communs de placement aussi qui allient souvent quand même une certaine sécurité et des rendements aux alentours de 4-5%, donc ce qui est quand même supérieur au fonds euro. Donc voilà, s'il y a vraiment un seul mot à retenir, c'est diversifier son épargne. Et pour éviter de prendre de trop gros risques, c'est forcément ce que nous on conseille, c'est d'investir régulièrement. Pas ce qu'on appelle nous de l'investissement en one shot. C'est vraiment avoir une épargne régulière et c'est comme ça qu'on prend le moins de risques sur ce type de placement. Alors Thierry brûle de vous poser une question. Ah. Donc moi j'entends diversification. Et je suis totalement d'accord avec vous. Cependant, il y a on va dire qu'il y a des communautés de gens qui ont beaucoup de chance avec les placements financiers et d'autres qui n'en ont pas. Il y a des communautés de gens qui ont beaucoup de chance avec le placement immobilier, pas papier, mais qui achètent de la pierre, du dur et qui la gèrent. Donc, quand je viens voir un banquier ou une banquière et qui me parle de diversification et que l'intégralité de la diversification qu'il me propose, ce sont des produits financiers, des produits papier, je me pose la question jusqu'à quel point le conseil est de bonne qualité, puisque par nature, une grande partie des produits d'investissement ne sont pas dans vos catalogues. Alors, premièrement, l'investissement immobilier, et ça, c'est vrai que pour la majorité des Français, apparaît aujourd'hui comme le placement sécurisé de référence. Mais aujourd'hui, avec de l'immobilier, on peut perdre de l'argent, et encore plus dans le contexte actuel où on avait un marché de l'immobilier très tendu au niveau prix, en forte hausse. Les clients ont voulu acheter à n'importe quel prix, souvent au-delà des prix du marché. Quand ils vont vouloir revendre, je pense que la plus-value va être soit très minime, soit ils vont vendre à perte. Donc avec de l'immobilier, on peut aussi perdre de l'argent, ça il faut le savoir. Après, nous, alors on n'est pas pro ou pas investissement immobilier. Hein, attention, on conseille aussi de l'investissement immobilier, toujours dans cet esprit de diversification. L'investissement immobilier, bien sûr qu'il faut en faire quand on peut, mais c'est pas le cas de forcément tous les clients. Il faut pouvoir avoir les moyens d'assumer un bien immobilier locatif, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc nous aussi, notre but, c'est de pouvoir trouver des alternatives quand on ne peut pas forcément investir
dans l'immobilier parce que soit les prix sont trop élevés, on n'a pas forcément envie de solliciter un crédit. Donc, après, nous, en tout cas, dans notre quotidien, dans des petites banquières, nous, ce qu'on conseille, c'est toujours des choses que nous, on a en catalogue. D'accord. Ok. Ça, oui. Alors, on a une question ici en ce qui concerne la préparation de la retraite. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à dire toujours que les événements heureux chez les femmes sont toujours des événements un peu malheureux en patrimoine. Et donc, ce que je voudrais dire ici, c'est que du fait que les femmes ont quand même des retraites nettement inférieures aux hommes, puisqu'elles ont travaillé par définition avec des rémunérations inférieures, 40% inférieures. Oui, 40% inférieures aux hommes, et qu'elles ont eu des arrêts parce qu'elles ont fait des enfants, parce que la vie a fait qu'elles ont eu des enfants. Quel conseil donneriez-vous à celles qui veulent préparer l'avenir, en tout cas leur retraite? Le conseil numéro 1 et qu'on essaye d'avancer à chaque rendez-vous, même aux plus jeunes, c'est justement de commencer le plus tôt possible à penser à sa retraite. Exemple à quel âge? Moi, dès 18 ans, il faut y penser. C'est-à-dire, pas forcément mettre les mêmes montants de côté. Après, ça va aller crescendo, mais au moins y penser, parce que se dire qu'on a le temps, c'est vrai. Je souhaite aux gens. Et puis, plus les années vont passer, plus ils vont avoir encore plus de temps, parce que la retraite va être encore repoussée et on sait pas vraiment. Voire même peut-être disparaître un jour. Peut-être disparaître. Mais en tout cas, il faut penser à se constituer une retraite, alors que ce soit une retraite versée par l'État ou un revenu complémentaire, en tout cas à la retraite, parce que déjà aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, elle est quand même assez complexe. Dans une vie, il peut se passer 1 milliard de choses. Alors les événements heureux, mais aussi malheureusement les événements malheureux. Et moi, nous, les petites banquières, en tout cas, on est partisans de commencer le plus tôt possible pour que les efforts, en fait, soient moindres dans le temps, et surtout commencer à réfléchir à quel type de retraite on veut. Est-ce qu'on veut garder le même, on va dire, niveau de vie que on avait en tant que, si on est salarié ou créateur d'entreprise, qu'on ait les mêmes revenus. Est-ce qu'on veut, est-ce qu'on se satisfait d'un petit peu moins? Mais dans ces cas-là, il faut commencer à faire ses propres calculs, on va dire. Se dire, est-ce que je serai propriétaire ou pas de ma résidence principale à ce moment-là? Mais tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser, en tout cas très rapidement. Pas forcément mettre l'argent de côté dès 18 ans, mais en tout cas s'y pencher tout de suite, sans vouloir faire peur aux jeunes peut-être qui nous écoutent. C'est pas pour dire attention, vous n'aurez rien à la retraite, etc. Mais juste y penser, parce que la retraite, il faut forcément, c'est un moment de vie que j'espère que tout le monde va atteindre. Oui. Et il y a plein de produits qui existent, et notamment ma chère assurance vie, qui permet aussi de se constituer une retraite, un complément de revenu à la retraite. Donc, il y a des produits qui existent pour ça, entre guillemets, qu'on peut facilement avoir dès le départ. En tout cas, il faut les sensibiliser. Vous pouvez nous en citer? Oui. Alors, l'assurance vie. On aura la fameuse l'assurance vie de Laura. Voilà. L'assurance vie de Laura. Voilà, l'assurance vie de Laura. On aura le plan épargne retraite. Le plan épargne retraite, ok. PERP. Le PERP. Alors maintenant, qui est même plus PERP. Maintenant, c'est PER. Maintenant, il a été débaptisé, rebaptisé. PER. il a été rebaptisé parce qu'ils ont apporté quelques assouplissements. Mais effectivement, typiquement, on va avoir ce produit-là. On va avoir aussi le PEA. Des fois, on n'en parle pas assez régulièrement, mais le PEA est un produit qui permet de se constituer une rente pour la retraite, par exemple. C'est souvent méconnu, mais à savoir, c'est un des rares produits qui le propose. Donc vraiment, le but, c'est de sensibiliser les clients de plus en plus tôt, parce qu'on ne sait pas dans quelques années, quelques décennies, ce que sera leur retraite. Et malheureusement, alors, on dit pas qu'arriver à 55 ans, c'est trop tard, Non, c'est pas ce qu'on dit. Mais l'effort sera d'autant plus important à fournir financièrement que si on a pu préparer ce moment de vie bien en avance. Voilà. Exactement. Alors, une question qu'on se pose. Est-ce que vous constatez chez les femmes un engouement, une demande pour des produits financiers verts,
durables, responsables, en bref, des investissements dans des entreprises qui travaillent par exemple à la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique, ou bien la finance verte. Est-ce que c'est en fait un effet de mode, une toute petite demande de femmes très informées, très engagées, très motivées et que vous ne constatez pas sur le terrain? Ça commence à se démocratiser, hein. On a effectivement de plus en plus de demandes d'investissement vert, durable. D'ailleurs, les différents établissements financiers se sont aussi adaptés à cette demande et ont sorti justement des fonds de placement comme ça, voilà, plus éthiques sur le développement durable, sur les énergies. Donc oui, c'est pas, je dirais pas que c'est un phénomène de mode, hein. Non, je pense que ça commence réellement à s'installer dans les mœurs. Et aujourd'hui, voilà, on a envie d'aider, de contribuer, on va dire, à l'investissement et à l'investissement responsable. Donc oui, c'est une demande grandissante en tout cas. Bon, alors pour finir, parce qu'il va falloir quand même qu'on s'arrête, et pour finir, cette dernière question, quelles sont les stratégies des femmes sur leur action financière pour préparer l'avenir de leurs enfants? Qu'est-ce que vous leur conseillez, notamment pour transmettre, pour anticiper la transmission, anticiper les sujets de fiscalité relative à la succession? Avec des frais financiers et une fiscalité pas trop lourde si possible. Toujours. Alors, en termes de stratégie des femmes, moi, en tout cas, mon avis, c'est qu'elles n'ont pas vraiment de stratégie dans le sens où, comme on le dit depuis le début de la soirée, les femmes ont plutôt une tendance à épargner qu'à investir, et notamment dans leur raison d'épargner, il y a justement protéger leurs enfants. Et souvent, ce qu'elles mettent en place à la naissance d'un enfant ou quand elles viennent nous voir pour leurs enfants, c'est surtout de leur mettre de l'argent de côté, un virement permanent sur tel ou tel livret ou sur une assurance vie, par exemple, si elles ont ouvert une assurance vie. Mais ça va pas être forcément de prendre du risque, alors que justement, ce qu'on pourrait leur conseiller, ce que moi souvent je conseille, c'est que comme les enfants normalement n'auront pas besoin de cette somme-là tout de suite, il est peut-être plus favorable qu'elles investissent cet argent plutôt que le déposer juste sur des livrets qui leur rapportent rien et qui perdent de l'argent entre guillemets au fur et à mesure des années, et donc d'investir en fait cet argent-là pour booster l'épargne qu'elles mettraient de côté pour leurs enfants. Donc ça, voilà, pareil, sans fiscalité trop lourde ou autre, elles ont les mêmes produits qu'elles ont pour elles-mêmes, hein, que pour leurs enfants, l'assurance vie. Après, elles peuvent investir elles-mêmes et ensuite verser à leurs enfants par la suite, hein, c'est aussi une stratégie. Mais nous, on conseille surtout d'investir plutôt que juste mettre de côté pour les enfants. Et surtout, si je peux ajouter un dernier point sur ce sujet, c'est aussi souvent un produit dont on a peur et qu'on confond souvent avec l'assurance vie, mais c'est l'assurance décès. Oui. L'assurance décès aujourd'hui, pour les mamans, ça reste un très bon produit pour protéger financièrement ses enfants, notamment en cas de décès. Oui. Voilà, parce que effectivement, c'est très bien d'épargner régulièrement sur un livret, mais si demain la maman malheureusement n'est plus là, il y aura plus personne pour investir sur ce livret et l'enfant se retrouvera financièrement sans rien. L'assurance décès, c'est un compromis justement qui va permettre à beaucoup, alors de mamans et de papas aussi, de parents en tout cas, de protéger financièrement leurs enfants dans le cas où il leur arriverait quelque chose. Donc c'est plutôt méconnu, mais ça gagne à être connu en tout cas. Mm-hmm. Ça ressemble un petit peu quand même à une assurance crédit dans un investissement immobilier. C'est-à-dire que dans un investissement immobilier, quand on fait une assurance crédit... Oui, l'assurance emprunteur. L'assurance emprunteur, si on est bien assuré en assurance emprunteur, parce que aujourd'hui tout le monde fait la guerre au prix des assurances emprunteurs pour des garanties qui sont moindres, mais si on a acheté un bon service d'assurance emprunteur, ça fait un peu le même effet qu'une assurance décès, Cindy, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, l'assurance emprunteur ne couvre que le crédit immobilier. Absolument, oui. On est d'accord. Voilà. L'assurance décès, c'est vraiment apporter un capital à ses enfants, donc qui peut être
dans les cas les plus minimes, 10, 20 000 euros, mais qui peut aller jusqu'à 1 million, 2 millions, enfin voilà. D'accord. Vous voyez, c'est vraiment leur laisser un capital financier. L'assurance emprunteur, c'est bien. Effectivement, ça rembourse la part du crédit, encore quand on est bien assuré, hein, autre chose. C'est vrai. Voilà. Mais ça, c'est dans l'hypothèse où déjà on est propriétaire de son bien. Absolument. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas aussi. C'est vrai. Mais c'est vrai que on n'aime pas envisager sa disparition soudaine et que ça explique peut-être le fait que peu de parents songent à souscrire ce genre d'assurance, non ? Alors, à l'assurance pour leur propre mort. Voilà, c'est Oui, c'est vrai que malheureusement, nous on le constate en rendez-vous, on est un petit peu Gêné. on parle beaucoup de choses qui, entre guillemets, qui fâchent. On parle de séparation. Qu'avez-vous pensé en cas de séparation? Et en quel malheur. Comment vous allez vous protéger vos enfants si vous n'êtes plus là? Quel capital vous allez leur laisser? Donc c'est vrai que nous, en rendez-vous, on met un petit peu tout carte sur table et on essaye de pallier à toutes les possibilités de la vie de chaque client et surtout les clientes, parce qu'effectivement on s'aperçoit que les accidents de la vie, ça les touche plus particulièrement financièrement, parce que en règle générale, celles qui ont la garde des enfants en cas de séparation, ou en tout cas qui dépensent peut-être un petit peu plus en cas de séparation. S'il y a un décès, qu'elle se retrouve veuve ou autre, c'est quand même plus compliqué à gérer, parce que des fois, monsieur a fait des investissements ou des placements qu'elles ne comprennent pas et qu'elles doivent récupérer. Donc voilà, nous, on pose un peu les questions qui fâchent, mais c'est des questions nécessaires pour se préparer malheureusement à plein d'éventualités. Et mieux on est préparé, et entre guillemets, bien sûr, parce que ça se passe s'il y en a un qui peu mieux par la suite. S'il y en a un qui se croit immortel et l'autre qui dit après moi le déluge, on est mal. Et puis surtout, contrairement à la séparation, c'est la seule certitude qu'on a, c'est que malheureusement un jour, ça va tous nous arriver. Et comme on dit, c'est pas d'en parler qui fait mourir. Absolument. Absolument. Eh bien, c'est la fin de cet épisode sur les relations entre les femmes et leurs banques en ce temps d'inflation. Mes petites banquières Laura et Cindy, merci d'avoir été avec nous tout au long de cet épisode. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci aussi à nos auditrices et à nos auditeurs. Il y en a aussi sans doute qui nous écoutent en ce moment même. On espère que nous vous avons aidé à réfléchir à votre épargne et à vos placements actuels ou à venir. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur notre page Instagram Argent Parlons Cash les filles, et à laisser aussi un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez retrouver les conseils de Thierry dans ses livres Les filles osons parler argent chez Duno, coécrit avec Catherine Lotte-Vernet, et aussi L'argent au féminin, coécrit avec toujours Catherine Lotte-Vernet et aussi Sophie Mufang. Vous pouvez également nous contacter via LinkedIn, et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Argent Parlons Cash les filles.